d'abord, il y a eu la notion de soin qui a été, je dirais, qui était présente et qui concernait les personnes polyhandicapées. Puis ensuite, on a ajouté la notion de stimulation et je crois que ces deux aspects ont formé un terreau pour la troisième dimension qui est l'apprentissage, et ces trois dimensions sont complémentaires, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être mises en concurrence, elles doivent s'alimenter les unes et les autres, et la conférence de Catherine Maurice montrait bien que ce qui est important dans la stimulation doit nécessairement être présent aussi pour les apprentissages, donc il y a vraiment une condition de base qui concerne les deux axes. Alors là aussi, la définition de l'apprentissage, on en a déjà eu une cet après-midi. Moi, j'ai choisi en fait celle qui a été proposée dans le cadre du grand dictionnaire de la psychologie, qui a été réalisé sous la direction de Henriette Bloch, une psychologue très connue ici en France, et qui en fait définit l'apprentissage comme la modification de la capacité d'une personne à réaliser une activité sous l'effet des interactions avec son environnement. Et là, on voit déjà un premier élément. Ce n'est pas la personne qui apprend toute seule, mais la personne, elle va apprendre dans un contexte qui va être aménagé, va être pensé, va être soutenu. Et donc, en fait, il y a forcément toujours cette réflexion de prise en compte de l'environnement dans lequel la personne va apprendre, des personnes autour d'elle, des objets sur lesquels elle peut être amenée à porter son apprentissage. Donc en fait, le terme d'apprentissage, ça concerne à la fois le processus d'apprentissage, mais aussi le résultat de cet apprentissage. Et puis quand on parle d'apprentissage, on suppose aussi qu'il y a une idée de progrès. Ça va être quelque chose qui va être réalisé en vue d'amener un plus à la personne. Ce plus peut être plus ou moins important, mais en fait, il y a cette idée de changement vers quelque chose qui va permettre à la personne d'avoir un peu plus d'emprise finalement sur son environnement, sur ce qu'elle vit. Vous voyez aussi qu'il y a une petite image sur ce dia qui nous montre en fait différentes personnes à différents âges, parce que l'apprentissage maintenant, on le situe dans une perspective de lifespan, ça veut dire de trajectoire de vie. On n'est plus du tout dans cette vision de l'apprentissage qui serait limitée dans le temps. Mais au contraire, en fait, et les travaux scientifiques nous montrent que sous l'effet de l'expérience, eh bien, les connexions synaptiques se font, se défont, se refont. Eh bien, il y a une mobilité qui est une mobilité à la fois organique et bien sûr aussi une mobilité qui est une mobilité comportementale dans le fait d'apprendre. L'apprentissage tout au long de la vie a plusieurs objectifs, à la fois l'amélioration de certaines compétences qu'on n'a pas ou le perfectionnement de certaines compétences qu'on a déjà, mais aussi le maintien de ces compétences qui ont peut-être pu être déjà construites, puisqu'on sait qu'au fur et à mesure des années qui passent, pour tout un chacun, quand on n'utilise pas une habileté qu'on a créée, eh bien on peut être amené à la perdre, ou en tout cas elle devient peut-être un peu moins précise. Donc en fait, le maintien des compétences fait partie aussi des objectifs, des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. C'est important pour la personne elle-même, c'est important pour son environnement, pour la personne elle-même parce que le contexte change, ça peut être des petits changements, ça peut être par exemple apprendre à vivre une nuit sans sa famille, ça peut être pouvoir découvrir un nouvel environnement. Et ces contextes qui changent, en fait, doit, si possible, pouvoir être accueilli par la personne d'une façon favorable, en tout cas ne pas trop l'ébranler. Et donc, en fait, il y a des adaptations qui font partie justement de l'apprentissage qui sont nécessaires. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que même modeste, une plus grande maîtrise sur son environnement, une plus grande participation sociale, ça augmente la qualité de vie. C'est-à-dire que si je peux, par exemple, signaler que
avec plus de certitude quand j'ai soif, quand j'ai faim, quand je suis fatiguée. Eh bien, en fait, ça permet aussi de donner des signaux à mon environnement, à mon entourage, qui sont plus clairs, et donc, en fait, permettre à cet environnement de mieux s'adapter, ce qui va aussi améliorer ma qualité de vie. Donc là aussi, une remarque qui fait écho à ce qui a été dit en début d'après-midi. La question actuelle, elle est plus celle du si, s'il y a lieu de proposer des opportunités éducatives. Ça, c'est du passé. Mais maintenant, c'est celle du comment. Comment est-ce qu'on va relever ce challenge, ce défi qui est important, qui est unique, le fait d'enseigner ou d'accompagner des apprenants de tout âge qui, sur le plan cognitif, fonctionnent parfois à des niveaux proto-symboliques, ou des fois pré-symboliques, c'est-à-dire des fois dans un fonctionnement qui sera plus un fonctionnement sensoriel que verbal, explicite. Alors pour poser cette question qui est immense, et je pense qu'il faudrait bien plus que, je dirais, toute une vie pour y répondre, eh bien en fait j'ai quand même fait cette pyramide pour essayer en fait de poser ou de situer la réflexion à 3 niveaux. D'abord peut-être les conditions de réceptivité de la personne, ensuite les opportunités qui sont proposées par le milieu, et puis après la manière dont ces opportunités peuvent être proposées, donc des aspects peut-être plutôt plus didactiques de l'enseignement ou de l'apprentissage tel que proposé par l'adulte. Alors premier volet, les conditions de réceptivité de la personne. On en a déjà parlé aujourd'hui à plusieurs reprises. Les éléments qui peuvent être pris en compte, ça va être les conditions, par exemple, attentionnelles. Est-ce que cette personne, dans quelles conditions est-ce qu'elle est au moment où j'ai envie de lui proposer en fait une activité d'apprentissage? Quel état d'éveil? Est-ce qu'elle vient de faire une crise d'épilepsie ou non? C'est une question importante, mais c'est aussi une question qui des fois peut être piège. Et ça, on en a aussi parlé aujourd'hui. Ça veut dire que si on attend que la personne soit ou manifeste des conditions attentionnelles ce qu'on considérait comme favorables, eh bien parfois on peut attendre beaucoup, longtemps. Parfois, la fatigue exprimée, la distance exprimée peut être simplement une distance qui témoigne du fait que justement on ne lui présente pas suffisamment de challenge. Et donc, si on attend que la personne manifeste d'elle-même de l'intérêt, eh bien, on va faire erreur finalement, on va faire fausse route. Donc ce matin aussi, dans le témoignage de la famille Chénaud, j'ai été vraiment extrêmement sensible aussi à l'exemple qui a été donné, c'est-à-dire la nécessité parfois de se dire on propose, on y va, on va de l'avant et on regarde comment la personne va répondre, sans attendre qu'elle-même manifeste l'envie de. Et je pense que c'est un élément très important de la réflexion. Bien sûr, il faut être très observateur, il faut pouvoir regarder comment la personne reçoit ce qu'on lui propose comme activité, comme apprentissage, mais à ne pas, renoncer finalement, s'auto-censurer dans le projet sous prétexte que les signes d'accueil ne sont pas là avant de démarrer. La même chose pour les compétences émotionnelles. C'est vrai que c'est plus facile parfois d'introduire un apprentissage quand la personne est dans un état émotionnel stable, quand elle est par exemple extrêmement agitée ou émotionnellement
concernés. Mais voilà, ça arrive parfois aussi que le fait de pouvoir introduire une proposition de tâche, une proposition d'activité, permette à la personne de se réguler émotionnellement. Donc là, on est également dans une situation dans laquelle il faut pouvoir observer ce que l'intervention pédagogique peut avoir comme effet de stabilisateur. L'installation posturale, également on en a parlé ce matin, c'est souvent une condition de base pour éviter que la personne soit en double tâche. C'est une situation qui est assez fréquente, parfois dont on n'a pas toujours conscience. La personne n'est pas suffisamment bien installée et doit à la fois consacrer une partie de son énergie à se redresser, à se tenir de manière plus ou moins droite, à regarder un objet, à suivre des yeux, à répondre. Et donc là, c'est, je pense, une condition de réceptivité à laquelle il faut être très attentif. Et parfois aussi, opter pour des postures qui augmentent la réceptivité. Ça peut être des fois travailler au sol pour que la personne puisse plus aisément, par exemple, suivre un objet des yeux ou bien effectuer une poursuite visuelle, avoir une fixation visuelle stable, une orientation, par exemple, vers des sons. La douleur, condition de réceptivité aussi qui n'est pas toujours au rendez-vous chez certaines personnes qui vivent des situations de douleur chronique. Là aussi, parfois, on ne peut pas attendre que la douleur ait complètement disparu. Et parfois, les propositions pédagogiques permettent aussi une décentration, c'est-à-dire permettent à la personne de peut-être s'évader un petit moment des situations douloureuses qu'elle vit. Donc, il n'y a pas complètement de règles. Là, l'observation est très importante pour voir si, dans la situation de douleur chronique, dont on sait qu'elle existe chez certaines personnes, la proposition pédagogique est bienvenue, favorise justement peut-être un report de l'attention sur autre chose que la zone douloureuse ou le sentiment de douleur, ou si au contraire, on est là dans une situation qui met la personne en double tâche. La fenêtre mnésique, donc ça c'est l'espace dans lequel la personne va pouvoir retenir finalement en mémoire une information. Ça nécessite parfois de travailler sur des temps plus courts. Ça nécessite de pouvoir faire quelques observations. On parlera tout à l'heure de l'habituation pour savoir dans quel délai en fait la personne reconnaît ou identifie, réidentifie certaines tâches qui lui sont présentées. Les entrées perceptives, vision, audition, sens vestibulaire, on a parlé de la dimension tactile. Quelles sont les voies privilégiées? Là aussi, ce sont des options qui font partie de cette première grande question. Par quels canaux est-ce que je vais présenter à la personne, par exemple, une situation qui lui permettrait d'anticiper le fait qu'elle va aller à la piscine, par exemple, ou qu'elle aura une activité à l'extérieur parce qu'on va sortir. Donc on est vraiment dans des questions qui sont des questions extrêmement larges et multiples. La deuxième grande famille de questions, quand on parle des apprentissages et qu'on vise le développement ou le maintien de compétences, ce sont les questions qui portent sur les opportunités proposées par le milieu. Ce qu'on doit se poser comme question, et qui nous concerne tous, mais qui est particulièrement crucial pour les personnes polyhandicapées, c'est d'abord, est-ce qu'on leur propose quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a effectivement une offre d'apprentissage? Et comment est-ce que cette offre est remplie? Comment est-ce qu'on la pense?
avec quelle régularité, avec quelle fréquence est-ce que ces opportunités reviennent suffisamment pour permettre une consolidation des apprentissages et des habiletés? Et est-ce que dans ce que nous proposons comme situation, les aspects par exemple motivationnels ou aussi les aspects par exemple de transfert sont au rendez-vous? Donc cette question, elle interpelle le rôle du milieu, la responsabilité du milieu, parce qu'on apprend rarement d'une seule situation. Ça arrive, mais souvent il faut du temps. Il faut justement, on a eu des très jolis exemples cet après-midi et du reste ce matin aussi. Il faut du temps, il faut rencontrer plusieurs fois la même situation, une même tâche, pour que petit à petit les liens se construisent, les liens se créent et finalement qu'on stabilise ce qu'on appelle des invariants. Donc dans cette responsabilité du milieu, on a eu quelques travaux qui ont, par le passé, qui ont été très interpellants. Et je vais vous en présenter très très brièvement un qui a été réalisé par une équipe de collègues des Pays-Bas et qui m'avait frappé quand je l'avais lu et qui restera pour moi, disons, un point dans le temps, dans le sens où effectivement, on ne doit pas uniquement penser à ce qu'on souhaite faire, mais aussi vérifier qu'on fait vraiment les choses. Donc cette recherche, elle a été publiée en 1999, donc vous voyez, ça fait déjà 25 ans. Et puis, ce qui avait été fait par cette équipe, c'était une comparaison entre les activités qui étaient agendées à l'agenda des personnes polyhandicapées dans différents établissements, 5 établissements, et l'annulation des activités de stimulation et activités d'apprentissage. Et ce que cette équipe avait observé, c'était les raisons en fait des annulations. Parce que très souvent, dans les représentations, on va dire, un peu communes, on pensait que souvent les opportunités d'apprentissage n'avaient pas lieu, parce que la personne était absente, parce que la personne était malade, etc. Et puis dans cette observation longitudinale qui avait quand même duré parfois 26 semaines dans certains établissements, on avait observé que finalement, il y avait entre 13 et 23% d'annulation des activités qui étaient liées à l'absence du personnel. Et parfois aussi, voilà, pour parfois des bonnes raisons. Mais tout ça pour dire que parmi, en fait, les questionnements qu'on doit avoir quand on réfléchit à l'apprentissage, aux opportunités de proposer des apprentissages ou des formes d'intervention pédagogique ou de stimulation, il ne faut pas juste avoir l'intention, il ne faut pas juste mettre sur le papier finalement l'agenda, ça c'est très bien, ça relève de la planification, mais on doit aussi monitorer. Ça veut dire que est-ce qu'on a vraiment réalisé ces apprentissages? Est-ce qu'on a effectivement permis à la personne d'avoir suffisamment d'opportunités dans le temps pour voilà, faire cette rencontre avec les tâches. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important aussi disons, à envisager. Finalement, le troisième volet, qui est un gros défi, c'est comment s'y prendre. Ça veut dire comment est-ce qu'on va entrer en contact, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour la personne et avec elle et sa famille. Et donc, quelles sont les grandes lignes, les grands axes à garder en tête? Alors, j'ai retenu trois axes. Le premier, c'est la stimulation ou l'apprentissage dans la zone proximale de développement. On va voir ça tout de suite. Le deuxième, c'est la question de la régularité des stimulations pour créer des invariants. Et la troisième, c'est la stimulation active. Enseigner ou stimuler l'apprentissage
c'est d'abord essayer en fait de permettre à la personne d'élargir son pôle de compétences à partir en fait de ce qu'elle sait déjà ou de ce qu'elle peut déjà faire. Et donc, c'est la notion de défi réaliste. Vygotsky, qui a été l'auteur de la zone proximale de développement, le premier à en avoir parlé, va faire intervenir l'action de l'adulte, de l'intervenant, dans cette zone dans laquelle la personne ne sait pas encore faire, mais en tout cas pas dans la zone où elle sait déjà faire les choses. C'est-à-dire que notre intervention va prendre place dans cette zone où l'apprenant peut faire les choses en étant aidé, cette zone intermédiaire. Donc l'apprentissage doit viser des objectifs réalistes et ne pas en fait envisager une intervention à la place de la personne dans ce qu'elle sait déjà faire. Donc il y a cette notion aussi de gradation des apprentissages que voilà, j'ai repris ici par rapport à, par exemple, un objectif de perception auditive où il s'agit, par exemple, de proposer à la personne par exemple, des situations qui lui permettent de détecter des sons. Donc là, on va travailler plutôt la réponse réponse au son, de détection, sans nécessairement chercher une orientation, sans nécessairement chercher une distance ou une reconnaissance. Et puis après, effectivement, par exemple, des habiletés plus complexes comme l'orientation vers le son ou la tentative, en fait, de se rapprocher ou de se distancer du son, ou encore de reconnaître, par exemple, certains sons. Donc, c'est des apprentissages qui vont être organisés de façon progressive. Un autre principe didactique, c'est celui des régularités. Tout à l'heure, on a parlé, Madame Maurice parlait de congruence, et on est effectivement dans cette idée-là, c'est-à-dire que pour pouvoir stabiliser des représentations stables, eh bien, il faut un minimum de régularité dans l'environnement. À la fois au niveau, par exemple, de l'environnement physique. Il faut que l'environnement puisse offrir des situations avec qui offrent des effets stables, prévisibles, de façon à pouvoir les contraster avec certains effets qui vont permettre, par exemple, la surprise. Mais il faut aussi pouvoir aménager l'environnement de manière temporelle, de façon à permettre des prévisibilités. Donc, la création d'invariants, c'est souvent ce qu'on recherche dans l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va essayer, en fait, de faire en sorte que la personne puisse distinguer des caractéristiques de stimulation ou de caractéristiques de l'objet, du corps, du ton, de l'espace, mais qui puissent se retrouver. Donc, on a eu un magnifique exemple aussi dans l'exposé précédent qui parlait en fait des situations où tout changerait. Non, ça fait partie en fait justement de ce qu'on doit essayer en fait d'éviter, c'est-à-dire proposer des régularités de façon à ce que la personne puisse identifier quand ça arrive, des changements par rapport à ce à quoi elle s'attend, par rapport à ce qu'elle a construit comme invariant. Donc, je vais vous montrer quelque chose, en fait, par rapport à la construction des invariants. On a également, par rapport au processus d'apprentissage, on peut identifier deux types, en fait, de processus qui sont des processus de base dans la construction de ces premiers invariants. Le premier, c'est l'habituation, ce qu'on appelle aussi la familiarisation. L'habituation, c'est un processus psychologique par lequel une personne va diminuer progressivement sa réponse lorsqu'elle est au contact d'une stimulation, soit un objet, de façon répétée. C'est une sorte d'apprentissage vraiment qui
disons, est extrêmement important dans le sens où ça libère aussi de la place pour d'intérêt pour d'autres formes de réalité, d'autres formes d'événements. Ça veut dire que si vous avez, comme cette image le montre, un cube qui fait du bruit, ben je m'intéresse à ce cube. Si on me le repropose, je m'intéresse à ce cube, mais au fur et à mesure qu'on me le propose, je vais moins m'y intéresser parce que j'ai construit des attentes, parce que finalement, il me surprend moins. Et donc, quand on me repropose un autre objet, eh bien, je vais être en mesure, en fait, d'y accorder de nouveau de l'attention. Donc, on a plusieurs travaux qui ont mesuré cette habituation qui est présente chez les personnes polyhandicapées. On a par exemple les travaux de Mélissa Char qui montrent en fait la manière dont l'intérêt de la personne décroît au fur et à mesure qu'on lui propose le même objet. Ici, vous avez par exemple chez une participante la courbe qui montre vraiment la diminution de l'intérêt face à cette balle verte qui était proposée de manière itérative, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et la réémergence de l'intérêt lorsqu'il y a un changement d'objet qui est présenté. Et donc cette manifestation d'habituation, c'est un signe extrêmement important de la capacité d'apprentissage de la personne. Ça veut dire que la personne sature lorsqu'il y a une répétition trop fréquente et son intérêt réémerge vis-à-vis des nouvelles conditions environnementales ou du nouvel objet ou de la nouvelle situation lorsque la situation change. Donc, ça montre aussi une capacité de mémoire, de reconnaissance de la situation. Donc Mélissa a fait des travaux de ce type-là aussi au niveau du nombre, où on a vu par exemple la personne polyhandicapée, donc là on parle vraiment de polyhandicap profond, qui présentait en fait des réactions d'habituation lorsque on passait par exemple d'un stimulus avec 2 objets présentés à un stimulus présentant 3 objets, qui montrait par exemple que les personnes étaient sensibles à la différence de numérosité, ce qui est quelque chose d'extrêmement intéressant et important de voir que cet aspect chez les personnes non verbales peut se manifester. Nous avons travaillé par exemple au niveau de l'habituation dans le cadre de l'odorat. On a vu effectivement une décrue à force. Au bout de la 4e présentation de la même odeur, la plupart des personnes n'avaient plus rien à faire, je dirais. Leur intérêt s'était émoussé, mais au moment où on changeait d'odeur, eh bien, on a vu une exploration de la nouvelle odeur qui était tout à fait, convaincante et claire, et qui en fait remontait au niveau attentionnel à la hauteur de la première odeur. Donc la répétition, elle est importante parce qu'elle permet de construire des prévisibilités, mais le changement est aussi important au moment où la prévisibilité est construite pour réinstaurer une nouvelle appétence finalement par rapport aux propositions, aux objets ou aux nouvelles situation d'apprentissage. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez essentiel. J'ai encore 2 minutes. Alors, autre chose, c'est l'apprentissage par association. Donc c'est aussi une autre forme d'apprentissage qui peut être présente et sur lequel finalement par lequel on a tous appris, on apprend encore. C'est un processus qui repose sur le principe que lorsqu'on vit ou perçoit 2 événements en même temps ou presque simultanés, qui interviennent dans un temps très proche, eh bien, en fait, on associe l'un et l'autre. Et l'apprentissage par association intervient vraiment dans toutes sortes d'apprentissages de la vie quotidienne. Ça nous permet d'anticiper les événements. Si tout à coup je sors les clés
et que ensuite je vais en voiture. Les clés deviennent le prédicteur du trajet en voiture. Si mon sac d'école, si je vois que mes parents préparent mon sac, souvent, ça peut devenir le prédicteur en fait, du fait que je vais partir à l'école ou dans mon établissement. La communication est aussi basée sur des principes d'apprentissage par association, pas uniquement, mais ça fait partie. Et puis aussi les interactions, la prévisibilité de la réaction de l'autre aussi. Si tout à coup, je vois un sourire, eh bien, sur le visage de ma famille ou de mon entourage, eh bien, en fait, souvent, je peux percevoir aussi la tonalité de la parole qui va advenir. Donc, on a en fait des formes d'apprentissage qui sont des formes d'apprentissage avec lesquelles on peut travailler et qui, vous voyez, nécessitent un certain nombre une certaine constance, mais aussi une certaine construction, finalement, de l'aménagement de l'environnement. Donc, comme le temps passe, je vais un tout petit peu passer sur quelques dias, mais j'avais en fait envie de vous parler aussi ou de pointer quelques supports qui peuvent être inspirants dans le cadre des pratiques d'enseignement et des pratiques éducatives et pédagogiques actuelles. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont consacré des numéros à l'apprentissage dans le cadre du polyhandicap. Alors, une revue plus ancienne qui s'est transformée depuis, qui était la nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, avec un numéro sur polyhandicap, le défi des apprentissages. Ensuite, un numéro plus récent de la même revue qui avait pris un nouveau nom, polyhandicap et processus d'apprentissage. Là, vous trouvez plutôt des aspects théoriques sur l'apprentissage. Et puis, quelques ouvrages aussi en anglais qui nous donnent quelques pistes chez nos voisins anglophones. D'autres travaux, par exemple, comment jouer avec un enfant polyhandicapé, je dirais jouer et apprendre, qui a été un petit fascicule qui a été édité par l'association belge de l'AP-Cube. Et puis cet ouvrage qui, moi, m'a toujours beaucoup inspiré, qui a été publié en 2014 aux éditions Axio, Activité motrice et sensorielle, c'est une mine d'or aussi de situations innovantes pour travailler avec des personnes polyhandicapées et leur proposer en fait 1000 situations originales. Également, peut-être de façon aussi plus directement liée aux travaux de l'Université de Fribourg et aussi ceux du Petit Conservatoire du Polyhandicap. Dans le cadre du Petit Conservatoire sur le polyhandicap, eh bien, très prochainement vont être mis en ligne gratuitement 2 types de matériaux. D'une part, une traduction de l'outil qui s'appelle Route pour apprendre, qui a été développé par nos collègues du Pays de Galles dans les années 2005-2010 et qui en fait s'axe plutôt sur l'apprentissage des conduites socio-émotionnelles et cognitives et qui s'accompagne d'un outil d'évaluation. Et puis un guide qui est un guide pratique, on va dire, visant à soutenir le travail autour d'olfaction, qui est aussi des travaux qu'on a menés à Fribourg. Finalement, je vous signale également que la mallette socio-pédagogique qui avait été créée à l'époque, dans les années 2012, sera maintenant gratuite en ligne à partir de cet été, déjà maintenant du reste, sur une plateforme qui s'appelle ResearchGate. Il faut juste s'inscrire. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'engagement autre que l'inscription. Et en fait, vous pouvez la télécharger directement. Simplement pour terminer en fait, ce petit exposé en disant que finalement, ce qui fait aussi la capacité ou les conditions finalement de l'apprentissage, c'est la différence dans notre capacité à observer
la personne, à voir comment elle réagit à ce qu'on propose, et puis aussi à activer nos connaissances larges et variées qu'on va peut-être puiser dans différents outils, aussi dans différentes théories pour les mettre au service pratique. Je pense qu'il n'y a pas de pas chercher à rester enfermé dans une école exclusive, mais voilà, mettre en lien différents types de contenus. Je vous remercie. Merci, professeur Petitpierre. Alors, merci de nous avoir présenté, même s'ils étaient succincts, parce que le temps est là, quelques études, parce que dans le secteur du polyhandicap, on a besoin d'études un peu scientifiques pour étayer tout ce que vous pouvez constater ou mettre en place. Merci pour les sources d'inspiration. Et merci pour la mallette. Je l'ai moi-même donnée aux équipes. C'est une super mallette. Et les 2 derniers ouvrages sur le jeu, etc., ça s'applique aussi chez les adultes. On peut les utiliser, enfants et adultes. Donc merci. Et puis, Madame la Présidente, moi j'ai retenu au tout début des propos du professeur Petitpierre qu'en Suisse, dans le cursus initial des éducateurs, il y a un module polyhandicap. Ça coûte pas cher. On peut faire remonter. Bon, alors les questions. Alors la question que j'ai, en fait, elle met un peu en miroir les 2 interventions. Alors peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais après tout, je me dis toujours que les questions idiotes ont toujours bon à être dites. Précédemment, donc, Madame Maurice parlait dans la stimulation basale d'éléments un peu ritualisés pour faire le bonjour, etc. Et vous nous parlez en effet de temps en temps changer un peu les codes. Donc du coup, je vous mets un petit peu en opposition. Est-ce qu'il ne faut pas, du coup, est-ce qu'on peut, donc, tout en travaillant une stimulation basale, donc, en ayant des rituels, de temps en temps les changer pour justement créer de l'écart pour pouvoir susciter un nouvel éveil chez une personne polyhandicapée. Alors, je pense qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux postures. Et du reste, je n'ai pas retenu complètement la très belle citation de Bergson qu'a proposée Madame Maurice, mais de façon générale, vous ne pouvez pas avoir de surprise s'il n'y a pas eu de prévisibilité au préalable. Donc, si vous n'avez pas offert une certaine régularité, vous n'allez pas pouvoir créer chez la personne une réaction qui va manifester son recrutement attentionnel, sa curiosité, son nouveau sentiment en fait, d'intérêt. C'est un peu comme quand tout à coup vous êtes avec des amis et qu'un jour vous arrivez à la rencontre avec un nez rouge. Vous allez susciter un rire, un sourire, une petite réaction voilà, une petite plaisanterie, etc. C'est parce qu'en fait, ils vous connaissent différemment. Et donc, en fait, en créant de temps en temps des petits décalages par rapport à la situation, mais des décalages contrôlés, ça veut dire que ça ne doit pas être des situations qui sont en décalage par des effets d'inadaptation du milieu, eh bien, vous allez pouvoir en fait observer que la personne réagit en comprenant, en riant parfois, en manifestant son intérêt. Et c'est comme ça aussi que vous pouvez repérer l'importance de la régularité qui vous confirme dans le fait qu'elle a construit une prévision sur ce qui allait se passer. Après, on a aussi certaines situations qui sont qu'on retrouve peut-être moins chez la personne polyhandicapée, quoique qu'on retrouve plus particulièrement chez la personne avec trouble du spectre de l'autisme,
où la prévisibilité est vraiment une base vraiment effectivement très, très importante de la journée, et où tout à coup il y a un décalage qu'on doit expliquer, parce que autrement l'irrégularité crée une très très forte déstabilisation émotionnelle. Et donc ça, je pense, notamment quand on travaille avec des agendas de journée, avec des pictos qui annoncent en fait la suite de la journée. Quand il y a un événement imprévu, eh bien, il faut pouvoir en fait le glisser dans la succession finalement de la journée. Cet événement est imprévu, mais en fait, on arrive à c'est d'une manière ou d'une autre pour ne pas rompre la continuité au niveau de la représentation de la personne. Donc ça, je pense que c'est important voilà, de pouvoir travailler sur ça. Donc, décalage, mais maîtrisé. Effectivement, pour aller aussi dans votre sens, et puis peut-être quelque chose sur lequel je n'ai pas précisé dans ma présentation, c'est vrai que l'approche basale, elle est aussi sur le feedback. C'est-à-dire que la personne, au départ, peut-être, comment dire, un toucher, un certain type de toucher va instaurer, va ancrer la relation. Voilà, qu'est-ce qui se passe, comment on entre en relation. Mais c'est un feedback qui est permanent. Et effectivement, la personne qui accompagne, elle doit tenir compte de ces feedbacks. Est-ce que oui, la personne, je me rends compte qu'elle a encore besoin de toujours ce même type d'entrée en relation, ou alors, ah non, mais je remarque qu'il y a un petit quelque chose de nouveau qui vient de se rajouter. Et ça, je le réintègre, je l'utilise pour pouvoir le réinjecter. C'est un dialogue permanent. C'est pour ça que j'insistais aussi sur ce terme de dialogue, qui n'est pas forcément avec les mots, mais même dans le toucher, c'est dans des situations voilà, d'accompagnement au quotidien. On peut être dans ces toutes petites choses. Pareil, Philippe Van Meckelberg a écrit un article, et je vous invite à le lire, il est disponible sur le site. Et il termine son article, si je ne me trompe, en disant, il reprend les propos d'un professionnel qui dit, pour quelqu'un d'extérieur, c'est une éducatrice, je pense, qui parle, pour quelqu'un d'extérieur, donc 100 fois je t'accompagnerai dans la toilette, pour quelqu'un d'extérieur, ça sera 100 fois la même chose, et pour nous deux, nous saurons que c'est 100 fois différent. Donc voilà, cette idée de feedback permanent. Merci. On va faire court, mais merci d'avoir abordé aussi la question des troubles perceptifs dont on a un petit peu parlé, mais pas tant que ça finalement, qui sont quand même un préalable indispensable, et que ce soit dans l'hypo ou dans l'hypersensibilité, au niveau de la vision, au niveau de l'audition, au niveau, enfin bref, au niveau de tous les sens, vous en avez parlé, le goût aussi, mais il faudrait presque qu'ils aient des cartes d'identité, et je crois que ça se fait à certains endroits, chez les autistes, mais chez les personnes polyhandicapées aussi. C'est une question, mais... Ah. C'est la dernière question, le chat. Ou les dernières questions. Oui, donc c'est une question, remarque générale sur les différentes propositions qui nous sont faites. Peut-on imaginer construire puis faire circuler dans les établissements et à l'éducation nationale des modules d'apprentissage, sorte de socle de base des apprentissages adaptés aux besoins des personnes polyhandicapées? Ces idées de modules d'apprentissage de base, comme faire un choix, aimer, dire qu'on aime, ne pas aimer et pouvoir l'exprimer, faire la différence entre moi et l'autre, ma première CA, jouer seul, etc. Il doit bien y avoir d'autres idées de modules pédagogiques de base
à imaginer. Cette démarche aurait comme intérêt que nous soyons un peu plus unifiés dans notre quête d'une voie éducative pour les personnes polyhandicapées. Il s'agirait d'un travail de mutualisation entre professionnels et familles et peut-être sur le fond d'une recherche participative. Je pense qu'effectivement, la personne a aperçu aussi qu'il y avait des sortes d'expériences qui étaient faites, mais pas de guide et de structure globale et déclinable partout. C'est vrai, je pense qu'en fait, bon, y a eu beaucoup de débats sur la question justement des aspects de ce qu'on appelle des curriculums qui pourraient être spécifiques au polyhandicap. Un des débats en lien avec l'inclusion, c'est de dire, mais finalement, si on crée un curriculum spécifique, eh bien finalement, on crée une forme de discrimination. Mais nos collègues québécois ont créé, il y a quelques années, il y a un outil de ce type qu'ils ont du reste abandonné, mais qui, je trouve, était quand même créé une base intéressante. Je sais aussi que dans le canton de Vaud, en fait, en lien avec le plan d'études de Romont, les collègues ont tenté en fait d'adapter le plan d'études ordinaire pour les enfants typiques dans le cadre du polyhandicap, avec une sorte de traduction. Mais voilà, c'est un peu compliqué des fois parce qu'on n'y trouve pas certains domaines, alors des domaines liés par exemple à la tonicité, justement aux particularités sensorielles. Donc on est un petit peu encore dans une sorte de moyen terme, mais je pense que c'est quelque chose qui va émerger, je dirais. Je suis assez optimiste dans le fait que qu'on trouve en fait une sorte de consensus entre rester proche finalement aussi voilà, de certains objectifs qu'on trouve dans les plans d'études des enfants neurotypiques et à la fois quand même qu'on tienne compte des spécificités liées au polyhandicap qui sont absolument nécessaires pour le bien-être des enfants concernés et aussi leur santé et leur qualité de vie. Merci beaucoup. Donc, on attendra d'avoir des nouvelles de ce qui pourra être publié. Merci beaucoup. Alors,